Deux news ce soir, deux sujets au cœur de notre émission. Dans la première partie, la marche du Front commun PPACI, PDCI, RDA annoncée pour ce samedi 11 octobre sur l'itinéraire Carrefour, Hôtel Ivoire au Carrefour Sokosé au des Plateaux. Une marche qui se veut pour la démocratie, la justice et la paix, mais qui intervient malgré la décision du Conseil national de sécurité CNS qui interdit bien sûr les manifestations sur les voies publiques. Faut-il y voir un défi de l'autorité de l'État, un test politique ou encore l'expression d'un droit démocratique fondamental? Grosse interrogation. Nous essayerons de répondre avec nos différents consultants. Et puis dans la deuxième partie, le mouvement des forces d'avenir MFA de Yaya Fofana annonce son soutien officiel au président Alassane Ouattara pour l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Il sera sur ce plateau dans une trentaine de minutes, mais avant place à la première partie de cette émission avec nos consultants. Bonsoir à vous, Gaël Lakba. Bonsoir, Sidi. Bonsoir Michel Beta. Bonsoir, Sidi. Et enfin Jacob Ekissi, bonsoir. Bonsoir. Nous serons rejoints dans quelques minutes par Eric Bayala. Mais avant, c'est parti. Tout d'abord, Gaël Lakba, quelle lecture vous faites de cette marche annoncée malgré la décision du CNS? Bien, il faut relever que c'est légitime pour des partis politiques dans un pays démocratique de vouloir marcher parce que c'est un levier du mécanisme de la démocratie. Mais il faut savoir que tout ça, étant dans un pays, dans une république, il y a les autorités qui sont là. Et donc, quand les autorités prennent une décision, ils voient de l'opportunité ou non de pouvoir autoriser la marche. C'est ce pourquoi, quand une telle manifestation d'envergure doit se tenir, les organisateurs de concert avec l'administration doivent pouvoir organiser de sorte à ce que les forces de l'ordre soient mises à disposition pour encadrer et suivre la marche en question. Sinon, ce n'est pas mauvais en soi, mais tout va dépendre maintenant de l'autorité. C'est vrai, le CNS a déjà donné le ton, mais je pense qu'on a vu à Korogo, la marche avait été, la décision du CNS avait été déjà donnée, mais à Korogo, il y a eu une marche. C'est une marche, Voilà. le week-end dernier. Donc, tout dépend de comment ils ont pu organiser. La décision est là, mais je pense que si ça a pu se faire là-bas, s'ils sont de concert... Sur ce point, comment vous réagissez parce que les organisateurs, les meneurs ont été convoqués par les autorités sur place au niveau de Korogo. Quelle lecture faites-vous de... Non, c'est pas intéressant. Cette convocation. C'est pas intéressant parce qu'on a parlé d'interdiction. On ne devait pas voir une marche. Et vous savez, j'étais en train de dire tout à l'heure que quand on veut marcher, on informe l'autorité. Recevoir ces organisateurs-là le lendemain pour leur tirer les oreilles, c'est comme si on nous disait que... D'ailleurs, maintenant, on informe et on a une autorisation de Voilà, marcher. c'est comme si on nous disait qu'à la veille, cette grande organisation-là n'a pas informé les autorités, de sorte à ce que c'est le lendemain que les autorités les reprennent. Bien. Bref, je ne vais pas rentrer dans la polémique. Je vais revenir sur la marche. On a vu l'itinéraire. On va parler de l'itinéraire. Pour moi, il n'est pas... D'Hôtel Ivoire de l'Hôtel Ivoire à Sokosé. Ce n'est pas stratégiquement un endroit qui peut comporter des risques, d'autant plus que le PDCI avait déjà fait presque le même itinéraire, mais pas jusqu'à de l'Hôtel Ivoire, mais sur le même boulevard Latry. Devant même la maison, la Voilà, donc pour moi, tout va se passer entre les autorités et les organisateurs. Ils iront les voir sûrement. Si les autorités jugent de l'opportunité de pouvoir laisser faire, ça sera fait. Mais s'ils refusent aussi, il faudrait que les organisateurs puissent comprendre de sorte à éviter qu'on se retrouve dans des situations qu'on a déjà connues ici en Côte d'Ivoire. Merci. Bonsoir à vous, Eric Bayala. Merci de nous avoir rejoints. Bonsoir. Bien. Michel Beta, quelle lecture de la posture du Front commun qui ne fléchit pas? Non, le Front commun a suffisamment fléchi, puisque déjà même la marche était prévue pour le 4. Et ils ont tenu compte de l'environnement, ils ont reporté au 11. Donc le Front commun, notamment l'opposition, elle fait suffisamment pour montrer sa bonne volonté. Mais les marches sont interdites. Oui, voyez-vous, sur les voies publiques. Quand on a écouté la décision du CNS, on s'est demandé, il y a une opposition réelle ici entre la Constitution, la loi fondamentale et les décisions d'une administration telle que le Conseil national de sécurité. Maintenant, qu'est-ce qui va prévaloir?
sur l'une des décisions va prévaloir sur l'autre. Aujourd'hui, moi, je pense que l'opposition même a l'occasion de saisir même le Conseil d'État pour évaluer la décision du Conseil national de sécurité, mais nous n'en sommes pas là. Moi, je pense que nous sommes dans un jeu démocratique. Je regarde un peu ce que l'opposition a déjà démontré. On a vu la marche du 9 août dernier, l'opposition a montré sa maturité et sa volonté de conduire les choses de façon pacifique. Et cette opposition, jusqu'ici, ne montre pas des signes de menace vis-à-vis de... Quand on parle dans le discours du Conseil national de sécurité, on a vu trouble à l'ordre public, les manifestations de nature à troubler l'ordre public, menace à la sécurité de l'État. Bon, je pense pas que ça puisse venir de cette opposition qui visiblement se montre très engagée pour la démocratie, pour la paix. Aujourd'hui, il s'agit de faire en sorte que cette démocratie et cette paix-là puissent être préservées en encadrant suffisamment cette marche-là, de sorte que l'homme puisse s'exprimer leur ressentiment. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que d'aucuns disent non, mais l'opposition n'est pas engagée dans ce processus électoral-là, d'où vient qu'elle veut marcher. J'ai dit, mais quelle opposition qui n'est pas engagée? Tout le monde est engagé dans ce processus-là, jusqu'à peu du contraire. Parce qu'il s'agit de voir des Ivoiriens. Les Ivoiriens iront s'exprimer le 25. Et quels sont ces Ivoiriens-là? C'est tous les Ivoiriens, tous ceux qui sont inscrits sur la liste électorale. Donc aujourd'hui, ceux-là veulent exprimer un certain nombre de réserves, un certain nombre de sentiments. Il faut leur permettre de l'exprimer. Et ce qui serait dommage, c'est qu'on veuille les bâillonner, c'est qu'on veuille les emprisonner et qu'on veuille ostracier la démocratie. Moi, donc pour vous, la solution se retrouve dans l'encadrement de la marche. Dans l'encadrement de la marche, comme on l'a vu par le passé. Est-ce que vous estimez qu'il faut encadrer cette marche et permettre à l'opposition de marcher, malgré la décision du CNS? Oh, mais ce que je veux dire, c'est que la primauté de la légalité prend toujours le dessus sur l'émotion politique. Voilà. Et puis, dans une république, la loi, c'est l'expression de la grande majorité. Et elle s'applique aussi bien à la majorité, à la minorité et même à l'opposition. Et donc, on ne peut pas pouvoir prendre une loi dans une république et puis après, on refuse de l'appliquer. Parce que tout part de la décision du Conseil constitutionnel. Pour nous, qui sommes républicains et citoyens, on pensait que la posture de l'opposition, sinon des candidats qui n'ont pas été retenus, allait s'arrêter après la décision du Conseil constitutionnel. Parce que, une fois que le Conseil constitutionnel, qui est l'autorité habilitée à trancher tous les litiges électoraux, se soit prononcé, mais la Constitution, qui est la norme supérieure de droit, nous dit que le rendu du Conseil constitutionnel n'est susceptible d'aucun recours. Donc, quand vous contestez la décision du Conseil constitutionnel dans les rues, vous fragilisez l'état de droit. Or, justement, c'est en période de trouble que l'état de droit doit être renforcé. Et donc, quand vous prenez la décision du Conseil national de sécurité, le Conseil national de sécurité est une institution qui est transversale. Elle regroupe à son sein les forces de défense et de sécurité, vous avez les autorités civiles, vous avez des experts de sécurité. Et la République, comme on dit, a les grandes oreilles. Vous et moi, nous ne connaissons pas les tenants et aboutissants de cette marche. Donc la République, à travers le Conseil national de sécurité, il dit que les marches sont interdites au regard des informations dont elles disposent. Bien. Et quelles pourraient être les conséquences si le bras de fer continue? Mais justement... Et si la marche a lieu, bien sûr. Le problème, la conséquence, c'est que, bien évidemment, ça va créer des troubles à l'ordre public. Et puis de vous à moi, nous allons à une élection où l'ouverture de la campagne se fait le 10 octobre. Et donc, les candidats retenus seront en plein Abidjan à travers, c'est-à-dire le territoire national, en train de déployer leur équipe de campagne. Et c'est là que des opposants qui ne prennent pas part au processus électoral se retrouvent dans les rues pour manifester. Mais pour manifester, pourquoi? Mais moi, je veux parler de la démocratie et la justice, selon ce qu'ils disent. Oui, mais si on doit manifester pour la paix et la démocratie et la justice, vous êtes d'accord avec moi que ce sont des termes qui sont intemporels.
C'est-à-dire même après ces Bien. élections, Alors vous on parlez, aura vous toujours parlez des marches besoin pendant, de consolider vous la parlez des marches démocratie, la paix. pendant la période des campagnes. Pourtant, ces opposants avaient voulu marcher le 4 octobre, qui n'était pas la Mais campagne. justement, vous avez vu qu'avant le 4 octobre, il y a eu des interpellations. Et donc, à l'issue des auditions des personnes interpellées, les autorités des forces de défense et de sécurité disposent de certaines informations qui ont fait qu'on ne pouvait pas autoriser la marche du 4. Bien, merci Eric Donc, Bayala. pour nous, si on doit marcher, je finis rapidement. Bien, allez-y Si rapidement. on doit marcher pour Vous la avez paix, assez parlé. oui, la démocratie et la justice, comme je dis, qui sont des notions intemporelles, même après ces élections, on aura toujours besoin de mobiliser les Ivoiriens pour la démocratie, pour la paix. Bien. Donc, pourquoi forcément le 11? Jacob Ekissi, réaction là-dessus. Et puis, est-ce qu'on peut parler de restriction du droit de manifester garanti par la Constitution ivoirienne? Monsieur Eric Bayala, tout à l'heure, a parlé de majorité, minorité, opposition et d'un Conseil national de sécurité qui est transversal. Ça sous-entend que s'il y a eu marche le samedi passé, dans un contexte où il y a eu une décision, on peut permettre à une opposition également de marcher. Depuis le samedi, le gouvernement est dans un dilemme, une situation plus ou moins inconfortable, parce qu'il y a eu une marche qui, je vais dire, a échappé au Conseil national de sécurité. Non, ouais, c'est faux. Ils avaient les oreilles, les grandes oreilles. Bon, donc, ça ne peut pas leur échapper. Je veux qu'on utilise. Bon, si, je te le concède, si ça doit te faire plaisir. Je veux qu'on utilise ce thème. On a eu une marche qui a sauté, qui a échappé au Conseil national de sécurité. Et là, on a une marche pour samedi. Je pense qu'il faut déjà interroger la procédure. Est-ce que l'opposition, de façon légale, dans les normes, a donc informé nos autorités relativement à son projet de marche? Si ça a été fait, il appartient à l'autorité de pouvoir rendre une décision, donc d'autoriser ou non. Et je pense que ça sera très compliqué parce que le samedi, il y a eu une marche. Je reviens là-dessus. Et je ne veux pas qu'on ait la mémoire sélective. Pourquoi je dis ça? Parce que la notion de dialogue, de marche et même de vote, ce sont des notions qui ont la même nature en démocratie. Tel, en démocratie, le vote compte pour beaucoup. De même, la marche compte pour beaucoup. Et les restrictions aux libertés, comme je l'ai dit la dernière fois, les restrictions ne sont pas illégales. Si elles remplissent un certain nombre de conditions, la première condition, elle doit être fondée sur la loi. Dans le contexte ivoirien, il n'y a pas de problème, le Conseil national de sécurité. La deuxième condition, c'est qu'il doit avoir une menace réelle, ou si vous voulez la nécessité donc, de pouvoir conserver les acquis fondamentaux de l'État. Est-ce qu'à ce niveau, on peut dire qu'il y a un danger, connaissant cette opposition qui a fait plusieurs marches sans jamais inquiéter? Et quand je regarde l'hôtel Ivoire et je crois Sokosé, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à avoir peur. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à avoir peur. Et dans une analyse beaucoup plus objective, il faut pouvoir concilier ou rapprocher la décision du Conseil national de sécurité et l'objectif de la marche de l'opposition. Aujourd'hui, il y a eu un revirement au niveau de l'objectif. L'opposition dit qu'elle veut marcher pour réclamer un dialogue politique. Et le Conseil national de sécurité s'est appuyé bien évidemment sur les contestations pour éventuellement donc, prendre la décision d'interdire les marches. Moi, je pense que là où nous sommes aujourd'hui, même si l'opposition fait une demande, le gouvernement peut facilement accepter à cause de ce qui s'est passé le samedi. Je reviens là-dessus parce que c'est très important. Il va falloir regarder la situation de près parce que la marche du samedi en dit long sur ce qui va continuer, sur ce qui va suivre. Donc, voici ce que j'ai à dire pour le moment. Michel Betta. Oui, moi je dis et je le répète, cette marche-là, honnêtement, la blâmer, l'empêcher, ce serait s'opposer à une volonté de démocratie, à une démarche démocratique dans notre pays. Et nous sommes observés de partout. Voyez-vous, voilà une opposition qui décide de marcher. Et cette fois-ci, les thèmes sont bien précis. La paix et la démocratie. En quoi? Bon, je pense que tout le monde même devait s'inscrire dans cette dynamique-là. Parce que l'opposition n'a pas d'autre objectif que de faire prévaloir des questions essentielles à la vie de la nation. Aujourd'hui, on a déployé 44 000 soldats sur l'ensemble du territoire. Et c'est pourquoi? Pour des élections.
Mais attendez, vous pensez que pour organiser une élection, hein, dans un climat de paix, dans un climat de transparence, dans un climat d'inclusivité, C'est pour éviter les troubles aussi. Non, est-ce qu'on a besoin de 44 000? Mais c'est pourquoi je pense que... Mais 44 000, c'est insuffisant quand on sait le nombre, le poids réel de la population. Non, je dis près que... de 30 millions. Non, ce que je veux faire ressortir là, je dis, pour des élections, on n'a pas besoin de déployer tant de forces de l'ordre, tant de militaires. On a juste besoin de la paix. Et c'est cette paix-là que l'opposition veut offrir. Elle marche de la paix. Moi, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, l'opposition n'a pas d'autres objectifs que la paix. Et au contraire, ils appellent au dialogue. Je pense qu'on doit saisir leurs mains et aller à des questions qui sont essentielles que de vouloir bâillonner l'opposition et l'empêcher de marcher. Bien. Voilà. Si on le fait, ce sera nous, les opposants, à la paix et non pas l'opposition. Bien. Allez-y rapidement ensuite. Oui, je pense que la décision du Conseil national de sécurité d'interdire les marches contestataires, ce n'est pas une censure politique, mais c'est plutôt une mesure de sécurité préventive. Tout à l'heure, vous avez évoqué le chiffre de 44 000 hommes pour sécuriser ces élections. Si ma mémoire est bonne, depuis que la Côte d'Ivoire organise des élections, c'est pratiquement la première fois qu'on mobilise autant de choses. Mais pourquoi? C'est parce que justement, quand on regarde non seulement les enjeux, et que les experts de la sécurité estiment que là où nous allons, au regard des données dont ils disposent, il y a lieu de prendre des mesures préventives. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est qu'en matière de sécurité, la dissuasion compte pour 75% avant même le maintien de l'ordre de façon, j'allais dire, matérielle. Parce que quand vous dissuadez, vous n'avez plus besoin que les éléments arrivent au maintien de l'ordre. C'est ça. Et donc quand le Conseil national de sécurité dit qu'il faut prendre 44 000 hommes, au regard de ce que nous avons comme information, ça doit pouvoir inquiéter. C'est cette inquiétude-là que l'opposition veut dissiper. Non, justement. Voilà. Maintenant, cette opposition, il y a lieu quand même pour ces opposants de respecter les autres qui sont appelés à aller en campagne électorale. Parce que ça suppose quoi pour toi? Non, le droit pour eux de disposer de l'espace, sinon de l'ensemble du territoire, de faire campagne. Parce que si on veut marcher pour la paix, pour la justice et pour la démocratie, mais depuis 1960, est-ce qu'on peut compter les manifestations qu'il y a eu lieu pour la démocratie, la paix et la justice? Après même ces élections, si vous voulez, même le 26, on pourra toujours marcher. Dans 30 ans, on marchera toujours pour la paix, la justice et la démocratie. Maintenant, pourquoi forcément le 11 marcher pour la paix, la justice et la démocratie? C'est pas pourquoi forcément le 11. D'autant plus que, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, vous faites comme si c'était un élément qui, après le 11, allait tomber en désuétude et donc on ne pourra plus rattraper. Or, loin il s'en faut. Il s'agit d'une donnée, comme j'ai dit, qui est intemporelle, qui est sempiternelle à la limite. Tant que les hommes auront à vivre sur cet espace ivoire, on aura toujours besoin des manifestations pour accompagner la démocratie. Donc pourquoi ne pas attendre que la période électorale finisse et puis maintenant, vous organisez vos activités. Mais pourquoi forcément le 11? Merci Eric Bayala. Vous aurez la parole après. Merci Michel Betta. Alors, quelle place réelle reste-t-il à la liberté d'expression et de manifestation dans un contexte électoral aussi tendu? Quelle place reste-t-il à la liberté de manifestation? Mais la liberté de manifestation, elle appartient d'abord aux citoyens, aux organisations, aux partis politiques, mais aussi aux autorités. Ce que nous sommes en train de dire ici, c'est que tout ce qui se passe aujourd'hui, il ne faut pas oublier le contexte dans lequel nous sommes. C'est un contexte qui finalement a été pourri et a été, a été pourri par les acteurs politiques eux-mêmes. Je le dirais, que ce soit du parti au pouvoir que de l'opposition. Parce qu'on a vu des arrestations. On parle de troubles à l'ordre public. On parle d'appels xénophobes. On voit, nous autres aussi, on faisait des cartons rouges sur ce plateau depuis plus d'un an. On disait tout le temps, on voit les discours sur les réseaux sociaux. Des gens qui appellent directement à la violence. Des gens qui font entrevoir, qui font penser que lors d'une marche, ce serait l'occasion de renverser le pouvoir. Donc, au vu de toutes ces informations-là,
Aujourd'hui, le climat, il est tendu. Délétère. Donc, vu le fait que le climat soit tendu aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas facile pour les autorités de pouvoir, comme ça, autoriser une marche. Mais pour revenir sur ce que je suis en train de dire dans ma première prise de parole, c'est possible que cette opposition-là marche parce que, je l'ai dit, on l'a vu à Korogo. Il y a une marche à Korogo. Des milliers de personnes ont marché pour la paix. Le 4... Est-ce que ce sont des militants de partis politiques? Juste une question pour... Bon, moi, je ne connais pas les organisateurs, mais on a pu voir que des personnes à Korogo ont organisé une marche dite pour la paix. Ça s'est passé bien. Après, chacun est rentré chez lui à la maison. Le 4, lorsque la marche prévue par le Front commun avait été interdite, c'était à cause du fait qu'ils voulaient marcher pour empêcher le 4e mandat. Et aussi, ils ont parlé de vouloir remettre en cause la décision du Conseil constitutionnel. Ce qui est constitutionnellement n'est pas juste. Donc, ça a été interdit et bien motivé. Vous me demandez personnellement mon point de vue. Ça s'est bien fait. Mais cette fois-ci, ils ont changé. Ils disent qu'ils veulent juste marcher pour la paix. Pour le dialogue politique. Il faut leur permettre de pouvoir s'exprimer. Relativement aussi à la période, le 10, ça sera l'ouverture de la campagne. Franchement. C'est compliqué. Pour qui? Pour les autorités de pouvoir autoriser, parce que si vous remarquez bien, on le dit souvent, Sidi, laissez-moi terminer parce que c'est important, on le dit souvent que les candidats qui ont été retenus là, on ne les voit pas, ils ne proposent rien et tout, mais il faut aller plus loin dans l'analyse. Ils sont éclipsés, ils sont éclaboussés par les candidats non retenus. Mais est-ce qu'ils sont réellement sur le terrain? Est-ce qu'ils sont réellement sur le terrain? Bon, ils font ce qu'ils font, ils peuvent selon leur force. Non, ils attendent justement la période de campagne. Ces candidats qui ne sont pas, retenus là, il faut le reconnaître, ils sont plus audibles. Donc du coup, si on permet qu'ils marchent, ils vont faire oublier en fait la campagne. Donc tout ça, c'est stratégique. C'est pour ça que je dis, les opposants du Front commun, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas quelle démarche a été entreprise officiellement. Pourtant, les marches qui ont pu être encadrés, qui ont été, on a vu qu'ils étaient avec les autorités, le préfet de police et tout et tout. Cette fois-ci, on ne voit rien encore. Mais si, à la veille, les autorités sortent pour interdire, je pense qu'il va falloir pour ces responsables politiques-là accepter et puis essayer de reculer à la part du dialogue. Alors, Jacob Ekissi, est-ce que pour vous, c'est une stratégie de pression politique sur le pouvoir, cette marche? Évidemment. Aujourd'hui, l'enjeu politique pour l'opposition est de taille. Et l'opposition veut se faire entendre, non seulement en Côte d'Ivoire, mais à l'international. Et c'est une démonstration de force que l'opposition veut avoir donc pour la date du samedi qui vient. Dans un contexte où il y a énormément de difficultés à se faire entendre, et les observateurs le disaient, on n'a pas une très grande lisibilité de la démarche donc, du Front commun. Mais le Front commun est resté constant. Il s'agit pour eux donc de rester dans la démocratie, dans les méthodes démocratiques par la marche. Et c'est également un message à l'endroit du gouvernement et, comme je l'ai dit, de l'opinion internationale. Il ne faut pas, je le dis, moi je ne sais pas, je ne suis vraiment pas du tout inquiet. Et je pense que le gouvernement peut permettre à l'opposition de marcher. Si tant est que c'est pour la paix, le gouvernement peut permettre à l'opposition de marcher. D'autant plus que nous sommes dans un contexte où un refus, on ne sait pas ce que ça va créer. On ne sait pas ce que ça va créer. Et véritablement, il faut faire confiance. Si l'opposition dit qu'elle veut marcher pour la paix, il faut avoir confiance à l'opposition, comme on a eu confiance, peut-être, aux marcheurs de Korogo. Bien. Michel Betta, est-ce que pour vous, si cette marche est maintenue, elle pourrait influencer le climat de la campagne présidentielle? Et même l'éclipser? Non, moi, je ne suis pas dans cette logique de vouloir éclipser. La campagne présidentielle, elle a ses 10 jours de campagne. Ils ont tout le temps. Après la marche, ils peuvent mener toutes les actions. Ça n'a rien à voir avec la marche. La marche n'empêche même pas la campagne présidentielle. La marche, c'est un jour, peut-être 4 heures du temps, 5 heures du temps. Et puis après ça, on passe à autre chose. On pourra en parler pendant plusieurs jours. Mais ça dépend des médias. Mais il faut le dire. Vous savez, mon co-débatteur Gaël a dit quelque chose. Il dit les candidats non retenus éclipse les candidats retenus. C'est un fait. Hein. Mais ce n'est pas leur fait.
c'est le fait de la masse, c'est le fait de la population. Parce que quand on le dit, on dit souvent que ces candidats non retenus, là, ils ne représentent pas des individus, ils représentent une masse. Donc, c'est cette masse-là, significative-là, qui veut s'exprimer. C'est pourquoi moi, je dis, il faut la laisser s'exprimer, parce que vouloir la bâillonner ne pourra qu'entraîner d'autres dérives. Il faut permettre à cette opposition-là de s'exprimer sur 11-là, de sorte qu'on puisse entendre sa voix, et c'est réconfortant. Parce que chaque fois que l'opinion a pu s'exprimer, elle rentre chez elle tranquillement. C'est vrai qu'on peut dire, le contexte, mais qui a créé le contexte? Qui a créé le contexte pour le rendre aussi tendu? Ce n'est pas l'opposition. Parce que la volonté de l'opposition est totalement affichée depuis toujours, appelée au dialogue. Mais si on avait fait prévaloir le dialogue, on ne serait pas en train de mobiliser 44 000 agents des forces de défense et de sécurité pour ne serait-ce qu'une élection. Parce que nous ne donnons pas l'impression que nos élections font peur. Ce n'est pas la bonne démarche. L'élection doit être un moment où on va pour choisir librement et tranquillement ces acteurs politiques. Ce n'est pas pour s'effrayer. Il ne faudrait pas qu'on prenne les élections pour effrayer les Ivoiriens. Ce n'est pas la bonne indication. Les élections ne sont pas un moment de frayeur. Voilà, moi c'est ce que je veux dire. Les élections ne sont pas un moment de frayeur, c'est un moment électoral, c'est-à-dire chacun va faire un choix. Mais malheureusement, quand il y a des élections, le pouvoir a créé une situation... Non, c'est une réalité depuis... C'est dommage, c'est dommage. On a vu des élections... On veut dissiper cette situation-là. Depuis le décès du président Houphouët-Boigny, toutes les élections en Côte d'Ivoire... Oui, mais c'est pourquoi il faut notre travail à tous, c'est de pouvoir dissiper cette tension artificiellement entretenue. L'opposition depuis toujours a déposé des courriers pour demander un dialogue. On avait fait prévaloir le dialogue, on n'en serait pas à mobiliser 44 000 agents des forces de défense et de sécurité. Bien. Je pense qu'il faut voir cette question de tension-là du côté du pouvoir qui peut encore faire quelque chose. Bien. Pour Éric dissiper Bayala, les tensions. comment concilier ordre public et liberté de manifestation dans ce contexte? Oui, mais dans ce contexte, la seule chose sur laquelle tout le monde doit être d'accord, c'est que force reste à la loi. Force reste à la loi. Même si la loi Parce est mauvaise. que, non, mais oui, mais si la loi est justement, mauvaise. comme Laurent Gbagbo, M. Laurent Gbagbo l'a dit, il a dit que même si la loi est dure, elle reste la loi. Bien. Vous parlez de non, loi. mais S'il vous plaît. Vous parlez de droit. il a dit on parlera pas au en moment même où temps. il était Bien. le président de la République Bien. de Côte d'Ivoire. Éric Bayala. Donc le premier des Ivoiriens, et ce n'était pas un individu Éric Bayala. lambda. C'était justement... Éric Bayala, vous parlez de loi pendant que la Constitution elle-même garantit la liberté de manifestation. Mais la liberté de manifestation, justement, est encadrée par la loi. Parce que quand les autorités prennent des dispositions, ce n'est pas pour, j'allais dire, comment on appelle ça, pour réprimer la liberté, mais c'est plutôt pour garantir la liberté des abus qui peuvent en découler. Parce que vous êtes libre de manifester, mais la liberté de manifester pour vous ne peut pas être justement une occasion de frayeur, de peur pour les autres. Tout à l'heure, vous avez dit que la marche va se faire en 4 heures et les gens auront 14 jours après. Mais pourquoi l'opposition ne peut pas attendre les 14 jours passés et puis après marcher pendant 4 heures? Elle a prévu pour elle déjà. Mais justement, pour elle est prévue. parce que la posture, quand on regarde le landerneau politique, on voit des militants d'un parti politique brûler un bus, caillasser un véhicule de police. Ils passent aux aveux de leurs intentions. On apprend un récemment pour dire qu'il y a plus de 300 millions qui sont mobilisés pour créer la chienlit. Mais ce pouvoir est un pouvoir responsable. Il ne va pas se contenter de dire qu'on voit le dos du nageur et se laisser surprendre. Pardon. Donc quand on sort de là, un pouvoir responsable, c'est celui qui assume. Parce que le pouvoir, sinon le régime, il a la responsabilité de la sécurité de l'ensemble des Ivoiriens sur tout le territoire. Y compris les marcheurs. Y compris les marcheurs eux-mêmes. Et donc, comme je le disais tantôt, quand on voit que cette marche peut être préjudiciable, non seulement pour les marcheurs eux-mêmes, mais pour les autres Ivoiriens, la logique voudrait bien... Faut l'encadrer. Mais justement, on l'encadre en fonction des informations que les organisateurs mettent à disposition. Mais quand on entre dans une étude comparative des informations dont on dispose, parce que la République a ses oreilles, et puis les informations intentionnellement montées par les organisateurs, quand on les confronte, on se rend bien compte que l'autorisé, c'est encore créer plus de dégâts. Parce que, je finis. Non, parce que la posture de l'opposition, ce n'est rien d'autre que rentrer dans une posture de confrontation avec l'autorité de l'État. Sinon, tout simplement, il aurait fallu pour elle de différer cette ce que tu fais,
je ne sais pas si tu tiens tes informations d'où, Oui, mais tu mais, tiens tes rumeurs. tu peux les vérifier. Hein. Nous sommes tous deux hommes de médias, donc tu peux les tiens les vérifier. rumeurs d'où, mais tu as cette manie de vouloir indexer l'opposition et lui prêter des intentions qu'elle n'a jamais avouées. Est-ce qu'on n'a pas vu les gens de l'opposition brûler ici? Non, s'il te plaît. Est-ce que c'est faux? S'il te plaît. Est-ce que c'est vrai ou Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est vrai? Par exemple, les manifestants... Les aveux recueillis là sont vrais ou bien faux? Oui, non, les aveux recueillis là sont vrais ou bien faux? Mais c'est pas à moi de le dire. Est-ce que tu n'as pas vu? Est-ce que tu n'as pas vu? Mais justement, merci, Eric Bayala. mais comment veux-tu qu'au-delà de ça, on puisse fermer les yeux sur les gens qui parlent dans la son avocat, mais justement, son avocat peut lui retirer tout ce qu'on veut. Non, c'est ça qu'il faut c'est pas aussi. non, la loi dit ceci. Je parle sur le contrôle de maître. On dit quelqu'un qui est interpellé, à défaut d'avoir un avocat, peut se faire assister d'un membre de sa famille, d'un ami, ou bien de quelqu'un de son choix. C'est pas forcément un avocat. Et donc, ceux qui étaient... Justement, je ne vois jamais un terroriste qu'on a été interpellé pour qu'on doit le juger ou même l'entendre, on lui demande un avocat. Merci, Eric Quand Bayala. vous brûlez un bus, c'est un acte terroriste. Donc ceux qui ont été pris, Eric ont Bayala, passé... s'il vous plaît. Non, je peux vous qu'on soit d'accord sur ce pas principe. les paroles. Allez-y, Michel Beta. Je disais tantôt, Eric a la manie de vouloir indexer l'opposition et lui prêter ce que lui-même il imagine. C'est pas vrai. Quand tu vois un peu toute la démarche de l'opposition jusqu'ici, l'opposition n'a jamais donné l'ordre d'aller brûler un bus dans tous ces matchs. Et n'a jamais donné l'ordre d'aller taillader des bus. Donc si tu as pris quelqu'un qui prétend... Il y a eu des témoignages. Mais les témoignages... Il y a d'autres qui sont du RADP, non? Il y a d'autres qui sont du RADP. Est-ce qu'ils sont du RADP dernièrement? Si quelqu'un te dit qu'il est de l'opposition, donc il est de l'opposition. Non, mais il faut arrêter ça. On ne peut pas s'afficher. Et puis Michel Beta, Eric Bayala, s'il vous plaît. Alors, on n'est pas dans un état où est-ce que l'histoire récente des marches politiques en Côte d'Ivoire plaide pour la prudence? Pour l'interdiction par la prudence. La prudence de l'autorité. Si on se réfère à toutes les élections et tout, je n'ai pas encore en mémoire une marche qui aurait dégénéré pour créer la chienlit. Toutefois aussi, les autorités ont toujours pris des mesures préventives. On se souvient de 2020, dans le temps de la Covid, il y avait eu aussi le CNS qui était sorti pour interdire les regroupements, les marches et tout. Et puis après, il y a eu élection. Et c'est après les élections qu'il y a eu la désobéissance civile et tout. Non, donc, si. Il y a eu... Oui, c'est après les élections. Bon, pendant que le processus se faisait, il y a des gens qui n'ont pas voulu que d'autres aillent voter et tout. Mais on va dire que le pic, c'était après. Quand le jour des élections est passé, il y a eu beaucoup de gravuges et tout ça. Sinon, organiser comme ça une marche et puis que ça dégénère, c'est pas. Je cherche de mémoire, je n'en vois pas. Bien. Jacob Ekissi, pour vous, est-ce que le CNS joue pleinement son rôle ou va-t-il trop loin? Je n'ai pas les éléments factuels en ma possession. Vous savez que le Conseil national de sécurité regroupe à la fois donc, du personnel administratif, donc parlant des autorités administratives, parler des ministres et autres, mais également des autorités militaires. Et nous n'avons pas en réalité le contenu de ce que plusieurs, notamment M. Bayala, appellent menaces. Donc aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, s'il y a une menace, une menace contre la Côte d'Ivoire, je n'ai pas l'information. Donc certainement, il appartient au Conseil national de sécurité d'aller au-delà de la décision et de nous expliquer clairement. Et je l'ai dit la dernière fois. Non, ils ont motivé lors de leur dernière communication, ils ont parlé de trouble à l'ordre public, appel xénophobe et tout ça. Génériques. Voilà. On va dire en interne. Je veux dire que ce sont des thèmes génériques. Et je voudrais revenir sur la question des marches. Moi, je pense qu'on est en Côte d'Ivoire. Les marches n'inquiètent pas. On peut autoriser cette marche-là. Il faut les encadrer. 44 000 corps habillés, je pense que ça tient bien la route pour encadrer l'opposition. Et quand vous regardez le bilan des autorisations de marche, vous imaginez également le coût logistique et même financier de mobiliser 44 000 forces de l'ordre pour une élection qui seront mobilisées que pour une marche en Côte d'Ivoire. Nous sommes en démocratie. La démocratie a un coût. La démocratie a un coût. Nous avons des institutions que plusieurs candidats souhaitent éliminer, notamment le Sénat, parce qu'on trouve budgétivore. Donc aujourd'hui, la démocratie a un coût.
on peut permettre cela. Les militaires sont payés pour ça, la police est payée pour ça. Bien, merci. Et je pense on va que, terminer voilà, rapidement. Eric, ben là, vous avez que 30 secondes. Contre la peur pour nos libertés, c'est ce qu'on voit sur les affiches de cette marche de l'opposition. Est-ce que cette phrase pour vous affiche ou résume l'état d'esprit de l'opposition politique? Non, c'est manifestement la mise en lumière d'une mauvaise foi manifeste. D'une mauvaise foi manifeste parce que l'opposition est dans une posture de rentrer dans une confrontation avec l'autorité de l'État. Parce que quand on est citoyen d'un pays respectueux des lois et qu'on aspire à diriger une nation, mieux une république, la seule chose qui fonde notre entrée en politique, ce n'est rien d'autre que la loi. Bien, merci. Voilà, il faut respecter la loi. Alors, c'est la fin de cette première partie d'émission. C'est l'heure maintenant du chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 10. 10 comme 10 octobre, jour où la Côte d'Ivoire entrera dans le sprint final vers la présidentielle d'octobre. Les affiches sortent, les meetings se préparent, la bataille des idées peut commencer ce 10 octobre. C'est l'ouverture officielle de la campagne présidentielle en Côte d'Ivoire. Commentaire pour chacun en 45 secondes rapidement. Commençons par vous, Michel Betta. Oui, mais c'est dans la droite ligne du processus électoral. Hein, le 10, les campagnes s'ouvrent, tout le monde sera dehors, tout le monde va étaler ce qu'il promet aux Ivoiriens. Mais avant ça, déjà, on sait un peu tout ce que chacun prévoit quand même, hein, parce qu'il y a eu une pré-campagne, il y a une pré-campagne non officielle, mais ça s'est fait avec les arguments des uns des autres. Aujourd'hui, nous rentrons dans une campagne où une partie de l'opinion se sentant exclue veut s'exprimer. Et moi, je pense que c'est ce qui serait important quand on permet le 10, le 11 à cette opposition de pouvoir s'exprimer malgré la campagne. Eric Bayala. Le 10 octobre à minuit, on va voir toute la Côte d'Ivoire pavoisée aux couleurs des différents candidats. Et c'est ça, c'est un jour important parce que ça lance officiellement le processus électoral où ceux qui aspirent à diriger la Côte d'Ivoire vont aller à la conquête du suffrage donc, du peuple ivoirien. Et tout le monde doit être focus pour comprendre les programmes, les différents projets que chaque candidat a. Et ça doit requérir plus que tout l'intention du collège électoral. Et donc, une marche au lendemain de cette date est vraiment inopportune. Bien. Il faut laisser les candidats faire campagne pour qu'ils puissent se faire entendre. C'est l'occasion pour un peuple donc de pouvoir écouter des candidats, des hommes politiques, un peuple qui attend beaucoup des hommes politiques. C'est dommage que cela se fasse sans des candidats majeurs, des hommes politiques majeurs. Je peux citer le président Laurent Gbagbo et M. Cheikh Tidiane Thiam. C'est le PDCI qui est un grand parti, le PPACI également qui est un grand parti, mais on n'oublie pas l'espoir que plusieurs ont nourri autour de la candidature d'Assalé Tiemoko, autour de la candidature de Vincent Tobi. Mais le mal est déjà fait. Et je pense que dans cette période de campagne, l'opposition, qu'on appelle opposition radicale, et qui n'est pas mon avis, a également son mot à dire. Toujours dans l'intention de créer un climat de paix. Bien. Gaël Lacroix pour terminer. Alors, nous allons entamer une date fatidique que les Ivoiriens attendaient. C'est une date constitutionnelle qui va appeler tous ceux qui ont quelque chose à proposer aux Ivoiriens à se mettre sur le terrain. Je regrette un peu le fait que l'opposition n'a finalement pas pu trouver jusqu'à présent. On ne sait jamais si à la veille ça peut se faire. Mais si cette opposition-là, stratégiquement, avait été unie, ça aurait relevé l'enjeu. Mais sinon, pour l'instant, je vois une élection où que le président Ouattara va remporter. L'enjeu aujourd'hui sera finalement, comme on appelle, le taux de participation. Et puis, malheureusement, ça va ressembler encore à 2020. Merci, Gaël Lacroix. Jacob Ekissi, merci. On se donne rendez-vous très prochainement. Voilà, on vous accompagne avec la réclame publicitaire. Les autres consultants restent sur ce plateau. Dans un instant, nous serons rejoints par Yaya Fofana, le président du MFA, pour une interview. Mais avant la pub. Voilà, de retour de la pub, nous sommes rejoints par M. Yaya Fofana, il est le président du MFA. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, le MFA soutient la candidature du président Alassane Ouattara et lance un appel à la classe politique, un message de paix que nous allons essayer de répondre, de comprendre ce soir. Tout d'abord, que révèle ce soutien au président Ouattara? Il y a quelques semaines ou des mois, ce n'était pas la même posture que vous adoptiez.
Pourquoi ce changement maintenant? Non, mais moi, comme je le disais, le combat du MFA, ce n'est pas dirigé contre la personne de Alassane Ouattara. Et moi, j'ai dénoncé l'organisation, la réhabilitation de notre parti politique en tant que membre à part entière du RHDP, pour que aussi on participe aussi à la dynamique de stabilité lancée par le président de la République, consolider les acquis de développement. Et cette réhabilitation a été faite? Eh bien, ça est en cours. Nous sommes en train d'échanger. C'est des petites incompréhensions. Est-ce que vous ne donnez pas raison à ceux qui vous traitent d'opportunistes? Et pourquoi on serait opportuniste en politique? Ah, l'opportunisme, ça n'existe pas en politique. Dénoncer quelque chose, c'est de chercher à ce qu'on puisse nous prendre en compte, sinon ce n'est pas une opportunité. Bien. Éric Bayala. Monsieur le Président du Mouvement des Forces de l'Avenir, merci. Nous savons qu'à la création du RHDP, le MFA faisait partie, tout comme le RDR, Concorde, le PDCI, pour ne citer que ces partis-là, sont tous venus d'ailleurs pour créer le RHDP. À un moment donné, on a eu l'impression, comme M. Sidik le disait, que le MFA avait été mis en vase clos. Il n'arrivait pas peut-être à s'exprimer, il se sentait étouffé. Et le MFA a voulu revendiquer matériellement, c'est quoi? C'est que le MFA soit considéré comme parti politique, ou bien que le MFA n'avait pas cette possibilité de pouvoir s'exprimer au sein du RHDP. C'était quoi le combat? Non, le combat réel, ce n'est pas une histoire d'expression, c'est une histoire d'existence. Vous savez que nous sommes tous des jeunes et on ne peut pas permettre à certains cadres d'un parti allié d'aller à une retraite anticipée, politiquement parlant. Mais les partis sont dissous au sein du RHDP. Non, mais c'est ce que vous dites. Moi, je ne vais plus pas revenir sur ça. Les partis restent conformes à nos lois fondamentales. Quand on parle de dissolution d'un parti politique, c'est soit au cours d'un congrès, et la loi administrative même, c'est factuel. Hein. Moi, je vous demande de voir tous les partis membres fondateurs du RHDP. À quel moment donné ils sont allés à un congrès de dissolution? Ça n'a jamais existé. Moi, je suis un contemporain. Je suis au RHDP depuis 2005, depuis la création. Et c'est là qu'est mon problème. J'ai demandé d'acter la dissolution des partis régulièrement pour ne même pas qu'on parle d'existence même d'un parti d'une sensibilité politique membre du RHDP. Et je pense que c'est cela. Et je vous cite l'exemple de l'UDPCI en 2020 qui s'est retrouvé auprès de M. Bédier. Et quand le leader a trouvé un point de chute, il a fait taire sur ses activités politiques, mais il aurait fallu que dans les recommandations qu'on parle de dissolution, soit au cours d'un bureau politique, au cours d'un congrès. Moi, je reste là. Si on connaît depuis 2005, nous connaissons tous, on connaît les figures emblématiques du RHDP, parti, groupement politique jusqu'au parti unifié. Moi-même, j'ai été l'un des grands promoteurs pour la création du parti unifié de 2015 jusqu'en 2019. Mais pourquoi aujourd'hui, en tant que porte-parole adjoint du RHDP, lorsqu'on était dans le groupement politique aujourd'hui, je ne sois pas où aucune figure emblématique du MFA ne fait partie dans le secrétariat exécutif, dans les structures du RHDP. On n'en voit pas. C'est là mon problème. Est-ce que cela n'est pas lié à votre représentativité sur le territoire national? Mais pourquoi reprendre? Parce que quand on voit les cadres du PDC, RDA, du RDR, de l'UDPCI... Dites, le PDCI a une existence qui est là. Mais dites plutôt que les transfuges du PDCI qui se sont retrouvés dans les mouvements de soutien, parce qu'il ne faut pas dire que le PDCI est au RHDP. Parce que les gars ont créé des mouvements de soutien, Renaissance et autres, et puis le groupe d'Adjoumani, ils se sont retrouvés, soyons clairs. Ils étaient depuis, avec à quel moment le PDCI a refusé de se retirer du RHDP? Certains. Non, mais c'est des individus qui ont voulu garder leurs privilèges. Moi, je le dis, c'est des individus. Parlons d'institutions et faisons la part des choses entre institutions et des individus. Moi, j'aurais pu avoir des privilèges. On m'aurait traité de quelqu'un qui vivrait de la politique. Pourtant, personnellement, la politique, c'est un sacerdoce. Vous souhaitez que vos cadres soient bien insérés dans les instances du RHDP? Tout à fait. Tout à fait, comme les autres dans le directoire, le secrétariat exécutif, et tout. Mais ce qui s'apparente, ce qu'on voit, ce qui est visible, ce n'est pas ce qu'on avait vu depuis de 2005 jusqu'en 2019.
On connaissait les figures, on connaissait ceux qui siégeaient. Vous soutenez la candidature du président Mais Alassane tout Ouattara. à fait, puisque depuis 2005, c'est le candidat unique. Et depuis 2010, c'est le candidat unique du RHDP. Mais pourquoi ce soutien? Et pour une question de stabilité, pour les acquis de développement. Moi, je suis comptable de la gestion, malgré que je suis un allié stratégique du RHDP. Et je le dis tantôt que je suis membre fondateur du RHDP. Alors, je ne peux pas, si M. Ouattara a décidé d'être candidat, je suis obligé. Moi, j'ai été candidat à la présidence du RHDP. Non, vous n'êtes pas obligé. Non, je suis obligé. Puisque, non, il y a ceux qui étaient là au départ qui se sont retirés du RHDP. Non, ce n'est pas la même chose. Je pense que nous sommes dans une association. Si la base, je vous disais tantôt que je ne suis le porte-parole que du MFA, malgré qu'aujourd'hui je suis le président, mais j'écoute ma base. Si ma base me demande de soutenir la candidature du président Laura, vous voulez que je dise quoi? Nous sommes en démocratie. Nous parlons là de la base. Oui, président, vous avez aussi dans votre discours appelé à la paix, au dialogue et tout ça. Mais quels sont les actes concrets que vous mettez dans le dialogue, dans la paix? Parce que jusqu'ici, quand on regarde l'atmosphère politique, vraiment, tout le monde l'a dit et le reconnaît, l'atmosphère politique est délétère. Tout à fait. Il nous fait craindre des situations dramatiques, au point que le Conseil national de sécurité a interdit toute marche. Mais comment les campagnes vont se passer, puisque les marches sont interdites, alors que pendant la campagne, on marche. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous mettez dans cette volonté de paix-là? Pour vous, qu'est-ce qui peut contribuer à cette paix-là à laquelle que vous appelez de tous vos voeux dans votre discours? Moi, je suis un disciple du Feu Boigny. Les valeurs qui animent les disciples du Feu Boigny, c'est la paix, c'est le dialogue et la tolérance. Nous sommes tous des contemporains. Depuis 1990, on a vu ce que les marches ont concurré en Côte d'Ivoire. Et ça a été toujours un facteur chaotique pour la Côte d'Ivoire. Et ça fait peur. Et ce n'est pas pendant la campagne qu'on va marcher. Ils avaient le temps. Et puis d'ailleurs, ce qu'ils ont dit, ils ont lancé l'appel au dialogue. Mais le dialogue peut être institutionnel, peut être médiatique. Ils peuvent se retrouver quelque part et puis prononcer. Moi, j'exhorte le gouvernement à les recevoir au plan institutionnel. Donc, pour la paix, vous souhaitez que le gouvernement les reçoive? Mais pourquoi pas? Nous sommes des Ivoiriens. C'est le dialogue en tant que fouettistes. Et puis, vous voyez, le parti du Feu Boigny même fait partie de ce front commun. Mais pourquoi ne pas dialoguer? Alors, le PDCI fait partie du front commun. Alors, moi, je ne vois pas un PDCI, ils n'ont pas l'habitude de marcher, ils sont fatigués même. Ils n'ont pas les pieds, les militants du PDCI, ils sont fatigués de marcher, ils n'ont jamais marché. Ils n'ont pas l'habitude de marcher. Donc, il ne faut pas avoir les entraîner sur un terrain auquel, vraiment, ça ne les ressemble pas. Moi, on est oufouettistes, on se connaît. Un oufouettiste ne marche pas. En 90, c'est cette marche-là, qui a conduit à un chaos et pour le multipartisme. En 95, pareil. Et en 2011, pareil, mais ce n'est pas à l'ouverture d'une campagne présidentielle qu'on va marcher. J'ai dit, quand on parle de dialogue, ça pourrait se faire au plan institutionnel et médiatique. Il y a d'autres cadres d'expression. Ce n'est pas obligatoirement la marche. Moi, je suis candidat, je suis retenu. Et que le jour de la marche, c'est sur l'itinéraire que je dois battre ma campagne. Mais ça va créer un désordre. Forcément. Nous ne voulons plus de désordre en Côte d'Ivoire. Je pense que nous sommes dans un état de droit. Moi, en tant qu'Oufouetti, j'exhorte le gouvernement, à travers le CNS, de les recevoir au plan institutionnel, d'échanger avec eux. Ça peut prendre aussi 2 heures de temps, comme vous le dites, pour ne pas parler de 4 heures de temps. 1 heure de temps pour vraiment décrisper la situation et prendre leurs revendications en compte et puis voir, et puis être un peu regardant là-dessus, c'est tout. Gaël Lakpa. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Je veux venir sur la question du RHDP, vu que vous êtes du RHDP. J'ai du mal même à m'orienter si vous êtes membre du RHDP ou bien vous êtes un allié. Membre actif du RHDP. Membre actif. Ou bien si vous êtes un allié, parce que être allié à un parti politique, c'est ne pas être dans ce parti-là, mais converger. Tout à fait. On a vu, lorsque la question du parti unifié a pris forme, en réalité, parce que c'était dans les discours, mais quand il s'est agi de mettre vraiment en place, il y a eu le problème avec le PDCI, il y a eu le problème avec Guillaume Soro qui a dû partir. Et vous, votre parti est encore là. Aujourd'hui, là, comment vous considérez le RHDP? Est-ce que le RHDP est un parti politique à part entière ou bien il est toujours un groupement politique? Non, ce n'est pas un groupement politique. Les choses ont fortement évolué, c'est un parti politique.
mais les sensibilités existent aussi. Et vous, le MFA, vous êtes dans ce parti politique-là? Oui, fait partie. Et vous existez encore en tant que parti politique? Moi, j'existe, c'est ce que je vous dis. Ce qu'on nous a demandé lors de la création du parti unifié, on nous a encouragé à aller progressivement à la consolidation du parti unifié. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de nominations, Bitoko, Amadou Gon, et puis après, il y a eu beaucoup de décès. Amadou Smaoro, et ça a bousculé l'ordre au sein du RIDP, parce que c'est eux qui maîtrisaient l'appareil du RIDP depuis la création. Et il y a de nouvelles réalités qui se sont présentées à nous. Je pense qu'il n'y a pas de problème, c'est des petites incompréhensions. Ils sont en voie d'être dissipés. Mais c'est un peu difficile à comprendre. Mais non, vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des jeunes téléspectateurs qui citer l'exemple de l'UDPCI. Oui. Est-ce que vous pourriez m'expliquer, en 2020, quand M. Mabry Touaké s'est retrouvé auprès de M. Bédier pour protester contre le troisième mandat en tant que UDPCI. Dans le CNT. Dans le CNT, vous pourriez m'expliquer ça? Et moi, je suis un peu mal placé parce que c'est après cette action, moi, je suis resté passif, malgré qu'on n'était pas dans les structures du RDP, je suis resté passif. C'est après l'action, c'est le 13 août 2021 que moi, j'ai accédé à la présidence du MFA. Pourquoi? Parce que j'ai entrepris des démarches personnelles avec des groupes pour rencontrer les dirigeants du RDP pour notre intégration effective dans l'appareil du RDP. C'est ce qui n'a pas été le cas. Bon, nous aussi, on ne va pas s'asseoir, aller créer un nouveau parti politique. Et pourtant, tout le monde sait que le MFA a connu pas mal de crises, voilà, pour l'adhésion du RDP, pour la création du parti. Vous pensez que vous avez été lésé dans le partage du gâteau? Bon, vous avez été pense lésé? Que c'est subjectif, ce n'est pas un partage de gâteau, puisque ce n'est pas ce que nous réclamons. Voilà, je pense que... dans l'organigramme et tout, dans la nomination de vos membres et tout, c'est pour ça que je demande. La gestion était équilibrée avec la représentativité. Oui. C'est ce que nous demandons, que chaque parti membre, chaque sensibilité du RDP puisse avoir peut-être un ou deux visages au sein de... Et vous n'avez pas eu? Mais si vous connaissez évidemment les militants du MFA, de l'UDPCI, du RDR, vous allez savoir que nous, on ne fait pas partie de l'exécutif du RDP. Bien, Michel Betta. Jusqu'à quand vous allez tenir ce discours-là de vouloir intégrer une instance qui ne vous a pas encore accepté et ça fait de nous accepter. Oui, non, c'est pas. Je sais pas. Je fais le constat que jusqu'ici vous entreprenez une démarche qui n'a pas encore abouti. C'est cela. Et maintenant, je me demande, le MFA aujourd'hui, quelle est son idéologie? Il a la même idéologie que le RIDP ou il est une entité qui... Parce que par le passé, le MFA, nous n'oublions pas, c'était un parti qui comptait sur l'échiquier national. Il avait des bases sociologiques au point qu'il avait chaque fois des députés à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ce n'est presque plus le cas, puisque la base sociologique du MFA, même, on ne la voit plus, on ne la connaît plus. Maintenant, je demandais clairement quelle est l'idéologie aujourd'hui du MFA. Quel est le MFA? Ce que je voudrais vous dire, chers frères, la base sociologique du MFA existe bel et bien. Toutes les délégations du MFA existent. Le MFA, lors de ces dernières élections locales, a eu des candidats qui sont allés sous la bannière RIDP qui ont été élus et c'est sortant. Moi, je vous dis aujourd'hui, il y a deux localités comme ça dont les cadres sont issus du MFA mais qui sont RIDP. Voici Datekro et Akoupé. Oui, donc, c'est pour vous dire qu'on a des députés, on a des trucs, mais comme on ne parle plus de ça, ils sont allés sous la bannière RIDP, on n'est pas ici pour faire le compte de ces éléments-là. Mais moi, je vous dis, en tant que sensibilité, en tant que membre fondateur, comme il a dit mon frère Eric, il y a des partis alliés, tels que Concorde, Leader, qui nous ont rejoints, UPC. On n'a pas les mêmes réalités. Mais les 4 partis membres fondateurs, le PRCI, comme vous dites, qui a été migré avec des groupements, des structures qui sont venus, et l'UDPCI est resté intact, le MFA est resté intact et le RDR est resté intact. Je peux dire que c'est les 3 formations qui sont plus ou moins importantes. Vous pensez que le RDR existe encore? Non, pourquoi je le dis? Qui ont créé effectivement le parti unifié. Le RDR a disparu? Non, je le dis, c'est une sensibilité qui a été forte lors de la création du parti unifié.
C'est ce que je voulais dire. Ah, okay. Les partis membres qui sont restés forts pour la création du parti unifié, je parle du RDR, de l'UDPC et du MFA. Bien. Allez-y, Eric Bayala. Oui, je pense que je vais saisir cette lucarne, si vous permettez. Ah, non, on va revenir sur le sujet. On n'a pas assez de temps, 11 minutes. Si vous avez des questions dans ce sens-là, Non. rapidement. Alors, monsieur Fofana, le MFA parle de paix et de stabilité. Tout à fait. C'est un message politique ou une conviction? Non, c'est à la fois un message politique et une conviction profonde, puisque, comme moi je le dis, cette paix n'existe pas en Côte d'Ivoire présentement? La paix existe en Côte d'Ivoire. La paix existe, puisque le fondateur de la Côte d'Ivoire s'appelle Houphouët-Boigny. Il a toujours prôné la paix, il a toujours prôné le dialogue, il a toujours prôné la fraternité. Et je me vois très mal que le parti d'Houphouët-Boigny même, qui s'appelle le PDCI, se retrouve dans un front commun pour marcher pendant une période sensible, dite électorale. Déjà, on a ouvert la campagne... Pour s'exprimer? Mais attends, l'expression, j'ai dit, il y a plusieurs cas d'expression. Vous êtes des journalistes. Il y a un cas Monsieur le Président, qu'est-ce que vous reprochez à cette marche-là, visiblement? Puisque la marche est constitutionnelle quand même. En Côte d'Ivoire, oui, tous les marches sont perçus pour créer le chaos. C'est au cours des marches, il pourrait y avoir des débordements et qu'on dirait que les forces de l'ordre n'ont pas fait leur travail et des gens ont des cocktails Molotov. Il y a eu 2 marches Voilà, tout récemment. Non, vous dites récemment, mais cette période est unique à la fois. Mais cette marche était prévue pour le 4 octobre. J'ai dit le 4, mais est-ce qu'ils ont pris les dispositions pour faire les démarches administratives nécessaires pour qu'elle puisse avoir lieu? Si elle a été rejetée, je pense que les gens sont allés loin. Moi, j'ai dit en tant qu'oufouettiste, j'exhorte le gouvernement à les recevoir au plan institutionnel. Ce n'est pas le dialogue. On s'assoit, le dialogue, ce n'est pas dans la rue. Le dialogue, là, ça ne se passe pas dans la rue, c'est autour d'une table. On s'assoit pour dialoguer et puis vous allez déposer vos revendications. Il y a une question ensuite, Eric, ensuite Gaël Lacroix. Non, moi, ma dernière question, c'est aujourd'hui, que devient le président Anaki Kobenam? Parce que nous savons que c'est le président fondateur du MFA et on aimerait toujours avoir de ces nouvelles quand on a l'occasion de rencontrer les figures. Il va très bien, c'est mon père naturel. Mais sache que moi, je ne suis pas le remplaçant direct du président Anaki Kobenam, je suis le 4e président du MFA. Okay. Il y a eu 2 prédécesseurs voilà, qui n'ont pas assuré. Il y a le 2e prédécesseur qui a créé un parti politique qui s'appelle Ousmane Moutaye. Donc, il va très bien. Il n'y a pas de problème entre le président Anaki Kobenam. Vous suivez même ses contributions dans la presse et il se proclame même plus président du MFA et se dit ministre Anaki Kobenam. Bien, Eric Bayala. Pardon, Gaël Lacroix. Ça tombe bien, vous avez évoqué un nom, M. Ousmane Moutaye, qui est aujourd'hui président de l'UNPR, le parti... parti UNPR, c'est comme ça qu'on appelle son parti politique. Quels sont vos rapports avec Je n'ai pas de problème avec eux. Il a été président du MFA. Oui, il a été président du MFA à une période donnée. Oui. Mais il sait pourquoi. Parce que celui qui a créé le double jeu d'aller fusionner avec le PDCI ou soit le RDR, mais c'était pour ses intérêts personnels. Mais le MFA, c'est un parti structuré. Hein? Quand quelqu'un vient, il met en avant ses intérêts personnels. Mais très rapidement, le bureau politique du MFA se réunit et puis on tire les conséquences. Ah, c'est pour cela qu'il s'est retrouvé fragilisé et puis il allait créer son parti. D'accord. Maintenant, en juin dernier, on vous a vu tout feu, tout flamme, vous déclarer candidat face au président Ouattara au sein du RHDP. Et puis, votre face rapide, vous n'êtes même pas allé jusqu'au bout. Vous êtes devenu le soutien du président Ouattara au Congrès. Aujourd'hui. Au Congrès. Ah, au Congrès. Au Congrès. Vous m'aviez vu quand vous aviez dit que vous vouliez être, comment on appelle, la présidente du RHDP. Après, vous avez changé. Vous avez dit que vous soutenez la candidature. Vous voyez. Vous n'avez pas soutenu le président. Il faut suivre toujours le regard d'un parti politique. Ce n'est pas comme ça. Je vous attends au rebond. Hein. Le PDC est un bon exemple de démocratie. Quand il y a un terme démocratie dans un parti politique, il faut suivre. Kakabe a été candidat face à Bédié. Djidji Madi a été candidat face à Djidji Madi. Folongo a été candidat face à Bédié. Ce n'est pas l'acte de candidature que j'ai dit ici. Oui. Je voulais vraiment rester dans une logique. Écoutez-moi. Si j'ai été candidat face à Ouattara, c'est qui est logique. Non, j'arrive. Ouattara nous avait demandé que lui se retirerait. Il fallait annoncer que il y a une démocratie interne qui existe au sein du RHDP. Ce n'était pas dirigé contre la personne de Ouattara. Parce que nous sommes encore jeunes. Si on parle de démocratie, si on parle d'imposer, moi je ne suis pas allé contre le président du parti, mais je voudrais vraiment qu'on parle de
faire la promotion de la démocratie interne au sein du RHDP. Bien. Si ma candidature avait été retenue, mais on allait applaudir l'adversaire, comme lui il a dit à l'américaine, et puis on allait passer à autre chose. Bien. Monsieur le Président, quel est votre rôle dans le dispositif du RHDP durant cette élection présidentielle? Et on a vu l'équipe des campagnes présentée. Est-ce que le MFA est vraiment représenté dans cette équipe-là? Bon, je pense que la base du MFA est fortement associée, et même récemment au niveau de Cocody, et pas mal de choses. Ils tiennent des réunions. Je pense qu'on n'a pas plutôt voulu commencer par le sommet, mais c'est plutôt la base pour que la base adhère à la candidature pleinement et activement du RHDP. Parce qu'au sommet, les gens voient les histoires de moyens, logistiques, mais nous, on veut être sincères dans nos relations, montrant notre loyauté, notre disponibilité, accompagner notre candidat, même s'il n'y a pas de faits financiers ou autre, tout, parce que c'est ça. Parce qu'on ne peut pas rester là, c'est une question de vote. Aujourd'hui, le président du MFA n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Les militants ont estimé que nous sommes RHDP, on soutient le candidat du RHDP, on va au vote. Bien avant Michel Betta, quelle sera votre mission, vous, en tant que président du MFA? Mais j'attends, bientôt je serai reçu, on va me confier ma feuille de route. Vous avez forcément besoin d'être reçu avant de mais connaître pourquoi? votre mission? Dans toute formation politique, ça obéit à une discipline. Ce n'est pas le désordre quand même. Moi, je suis là, je le dis, je vais exister. Je suis encore jeune. Je ne suis pas je n'ai pas l'âge d'aller à la retraite politique. Voilà, parce qu'il y en a qui ont 80 ans, mais moi encore, je suis dans la cinquantaine. Vous ne craignez pas d'être une fois de plus lésé? Parce que pour l'instant, quand on vous pose la question sur quelle est la place de vos différents responsables... À quel niveau je serai lésé? Lésé dans les responsabilités au niveau de l'équipe des campagnes. J'ai beaucoup de responsabilités. Moi, c'est moi en 2015, c'est moi qui ai dirigé tous les gadgets, plus de 17 conteneurs pour le compte du candidat Alassane Ouattara. Mais attends, tous savent comment j'ai été correct. Mais je n'ai pas de problème aujourd'hui. S'il y a une nouvelle génération qui vient, qui joue ce rôle, très bien, sans dilapider, mais il n'y a pas de problème. Et vous voulez forcément que... Attends, je vous dis, Achille Patrick, en 2010, il était directeur des campagnes adjoint. Aujourd'hui, il est chargé des questions de bilan et autres. Du programme. Des programmes. Est-ce qu'il t'a dit qu'il est frustré? Mais même la petite responsabilité soit-elle. Si on dit, monsieur, arrêtez-vous devant la porte, surveillez les entrées et sorties des RHDP lors des campagnes. Mais c'est une responsabilité ou bien c'est pas ça? Bien. Président, vous êtes le président du mouvement des forces d'avenir. Tout à fait. Mais on ne lit pas votre avenir. Hein, c'est difficile. Mais mon avenir se dessine déjà, vous ne le saviez pas. On ne voit pas. Moi, j'ai... Fini, si tu as fini. Mais non, c'est peut-être pour ça que vous ne dessinez pas un avenir clair pour votre parti. Mais attends, vous voyez, ne rentrez pas dans la confusion totale. On a un leader charismatique qui est là. Après, on fait Bani qui s'appelle Alassane Ouattara. Il a parlé de nouvelle génération. Comment vous voulez qu'il ait aux affaires et puis je vais parler d'avenir? Nous, on essaie d'apprendre à ses côtés. On essaie de s'aligner. Mais souvent, on est des enfants rebelles, un peu têtus, on donne des cocotas et puis on s'aligne. Ce n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vous cite le cas de KKB, de Dona Fologo, de Djedje Madi. Mais on ne pourrait pas dire que ça a été ces personnalités-là, été des personnalités réconciliables face à Bédier. Ils nous ont donné l'exemple. C'est peut-être dit, quand on suit l'exemple du PDCI, ce n'est pas le nouveau RHDP. Peut-être le RDA a son fonctionnement, le MFA a son fonctionnement, mais le RHDP, c'est le parti d'Oufo-Boigny. C'est pour cela qu'on suit cette ligne jusqu'à ce jour. Merci, Président. Allez-y, Eric Bayana. Oui, en fait, vous comprendrez qu'il serait difficile pour moi de dire monsieur le président du MFA, parce que si tant est-il que le RHDP est devenu un parti unifié, tout à fait. Ce qui veut dire que les partis constitutifs ont abandonné leur souveraineté politique, sinon ils l'ont mis en veille. Donc du coup, on ne peut pas parler de partis politiques au sein du RHDP. Mais il dit qu'il a gardé sa souveraineté. Non, je dis que pour ce que nous savons, pour ce qu'ils savent, voilà, pour là, ce je vais donner l'explication. Pour ce que nous savons, c'est que vous êtes le seul président des partis fondateurs du RHDP qui revendique son identité politique. Titre de président toujours. Mais puisque moi, je dis toujours, restons conformes à la loi. La loi, de quoi s'agit-il? Il y a les textes des partis et puis il y a la loi fondamentale. Donc vous êtes en train de dire que les autres présidents ne maîtrisent pas les textes alors? Non, je n'ai jamais dit ça. Ils ne sont pas conformes à la loi. Je n'ai jamais dit ça.
Vous voyez, nous sommes dans un état de droit. Quand je parle de tests des partis politiques, un parti, et je le dis toujours, se crée au cours d'un congrès et se dissout au cours d'un congrès extraordinaire. Ça, c'est les tests des partis. Maintenant, au plan administratif, quand nos militants estiment qu'ils ne sont jamais allés à un congrès de dissolution, et si on voulait être résorbé au sein du RHDP, après la création du parti unifié, c'est que nous jouons notre rôle au sein du RHDP et on avait notre place. Éric Bayala, allez-y, continuez. Dernière question. Non, moi je suis en train de dire qu'on sait que pour le RHDP unifié, tous les partis constitutifs ont abandonné leur souveraineté politique pour aller à un parti unifié. Mais à chaque fois, comme certains l'ont dit sur ce plateau, revendiquer votre appartenance au MFA au sein du RHDP, est-ce que ce n'est pas vous-même déjà fragiliser la consolidation du RHDP? Non. Si tant est-il que tout le monde a mis en veilleuse sa souveraineté politique, pourquoi est-ce que le MFA voudrait lui seul se réclamer comme celui-là qui aurait plus de droits que les autres? Non, Eric, comprenez-moi. Vous voyez, c'est une question d'éthique et de responsabilité. Voyez-vous, quand quelqu'un qui a des compétences ou bien peut occuper une fonction, et puis on le met à l'écart, et qui, dans sa formation d'origine... Une fonction politique ou administrative? Fonction politique, ce n'est pas administratif. Ouais. Ça, c'est du domaine exclusif du président. Je parle de politique. Aujourd'hui, quand on constate la gouvernance du RHDP, c'est beaucoup lié à l'institution, c'est-à-dire les postes administratifs. Et je pense que moi, je suis quelqu'un qui est très cohérent et très correct. On ne peut pas être porte-parole d'un parti politique et à la fois être porte-parole d'un gouvernement. C'est un peu mélangé. Puisque ça engage le gouvernement en tant que porte-parole du parti politique. Mais ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Non, vous voyez, non, laissez-moi terminer, puisque c'est important. Il y a quelque chose, moi comme ça... On est président des partis, on est président des partis politiques. Attends, on est président de la République, on est président des partis politiques. Attends, ce que je veux... Non, c'est pas de ça que je parle. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ce que je voudrais dire, moi je voudrais dire quoi? Il faut qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent d'être associées à la gouvernement, qui n'attendent pas des postes administratifs, qui n'attendent pas d'être nommés dans l'administration, mais qui veulent être considérés, qui veulent exister parce qu'ils ont contribué à consolider le RHDP. Il y a beaucoup de frustrés. Peut-être je serai un peu le porte-parole de ces personnes-là, ces militants frustrés, que je voudrais qu'on engage pour consolider le RHDP. Moi, je ne suis pas là pour travailler contre la ligne de RHDP. Moi, je ne parle pas de nomination. Ça, c'est du domaine exclusif du président de la République. C'est pour cela qu'au RHDP, il y a des dirigeants qui sont là, il y a un président du directoire qui est là, il y a un secrétaire exécutif qui rend compte au président de la République. Merci, Président. C'est l'heure maintenant du carton rouge. Merci. Voilà, nous sommes dans le carton rouge. Premier carton avec Gaël Lacroix. Carton rouge à tous les chantres et troubadours de la peur, du chaos à quelques jours des élections. Laissez-nous aller aux élections, qu'on aille voter tranquillement pour désigner le président de la République. Michel Betta. Oui, carton rouge à ces nombreuses arrestations. Le gouvernement a créé un climat de peur à la veille de ces élections. Je pense que ce n'est pas de nature à garantir la paix et la sérénité des élections. Et moi, je pense qu'il faut aller à un dialogue pour consolider cette paix-là, qu'on veut, si on la veut vraiment. Éric Bayala, carton rouge. Je pense que le carton rouge, on va revenir à l'ancienne version. Hein. Non, il n'y a pas possibilité de répondre. Non, je ne vais pas répondre. J'ai dit c'est une suggestion. Parce que quand on parle du climat de peur, bon, ça reste à désirer. Mon carton rouge, c'est vraiment à l'endroit de l'opposition. Parce qu'on peut être opposant et être responsable. Et c'est les actes que nous posons aujourd'hui qui séduisent la masse à adhérer à notre posture. Mais quand on a une posture d'irresponsable, naturellement, ça fait qu'on s'interroge sur notre posture, sinon sur notre démarche. Parce qu'on ne peut pas, en toute conscience, venir organiser une marche le 11 octobre, sachant bien que le 10, c'est l'ouverture de la campagne. Vos militants seront en train de marcher pendant que
les militants des candidats aussi sont dans les rues en train de faire la campagne de leurs candidats. Quand ces deux groupes de personnes vont s'affronter, on dira que ceux qui sont, qu'on appelle ça, retenus, qui sont issus des rangs pour la plupart de l'opposition, on va traiter leurs militants des traites. Et là, ça va partir à l'affrontement, ça sera le désordre. Donc, un pouvoir responsable ne peut pas autoriser une telle marche. Et cela va de la responsabilité de l'opposition si jamais, à partir de cette marche qu'ils veulent mener coûte que coûte, on rentre dans le désordre. Merci. Monsieur Yaya Fofana, carton rouge. Carton rouge à la marche à venir qui instaure le désordre en Côte d'Ivoire. Et j'appelle à la responsabilité collective de tous les acteurs politiques et j'exhorte le gouvernement à recevoir les partis de l'opposition politique en tant qu'Ofouiti, ses disciples de la paix. Bien. Merci à vous, M. Yaya Fofana, président du mouvement des forces d'avenir MFA. Merci d'être passé sur ce plateau et puis Merci. bonne campagne présidentielle à vous. Merci Merci à vous. Eric Bayala, Gaël Lakba et Michel Beta. Vous aussi, chers téléspectateurs. Rendez-vous demain pour le dernier numéro de la semaine. D'ici là, que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Merci.